Quand vous voulez. Ça dépend pas de moi. C'est la technique. Oui, je suis Facebook qui fait démarrage de la vidéo en direct. Oui, mais c'est bon. Voilà. Donc bonjour Jean Moulinet. Bonjour. Vous êtes auteur du livre Peut-on bâtir une démocratie? Pourriez-vous me faire une petite synthèse de cet essai? Alors bonjour, effectivement, donc je m'appelle Jean Moulinet, j'ai 58 ans. Je suis un auteur, on va dire accidentel, c'est pas du tout mon métier, je suis informaticien. J'ai écrit ce petit essai il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, que j'ai publié en auto-édition, et c'est le fruit de réflexion de nombreuses années, je dirais, de petits bouts de réflexion que j'ai en quelque sorte colligé dans cet essai, parce que j'ai fini par me rendre compte d'une chose, et c'est un des premiers constats que j'expose dans le livre: la démocratie n'existe pas, et en réalité n'a jamais existé nulle part, sauf dans une certaine mesure et avec un certain nombre de restrictions, à Athènes il y a 2500 ans. Je me suis donc posé la question de savoir qu'est-ce que doit être une démocratie et qu'est-ce qui va avec. Donc je suis reparti de définitions simples, du dictionnaire Larousse que n'importe qui a sur un meuble du salon, et je suis parti donc de la définition de base. Démocratie, un certain nombre de mots, le mot citoyen, le mot nation, plusieurs mots comme ça. Et après ces définitions, alors il y a un constat préliminaire, si vous voulez, de la situation, mais je ne m'attarde pas dessus, partant du principe que le constat sans construction derrière est totalement vain. Et je propose une idée de construire une véritable démocratie en m'appuyant sur la structure du modèle athénien, c'est-à-dire l'agora citoyenne. Si on prend le sens du mot démocratie, il faut s'arrêter sur le sens du mot pouvoir. Et le véritable pouvoir, c'est le pouvoir de légiférer, de faire la loi. Or, si on prend le sens étymologique de démocratie, c'est le peuple qui doit faire ça. Donc, dans une démocratie, c'est le peuple qui vote la loi, qui l'élabore et qui la vote, pas par représentant interposé. Quand on vous parle de démocratie représentative, en français, ça s'appelle un oxymore. Alors, plus récemment, il y a eu une autre expression qui est apparue, qui vous parle de démocratie participative. Il y a un autre mot aussi en français pour ça, ça s'appelle un pléonasme. Sinon, il va falloir m'expliquer ce que veut dire démocratie tout court. Et l'idée de l'agora peut poser des problèmes techniques à première vue, à froid. On ne peut pas gérer une agora de 45 ou 50 millions de citoyens. Donc l'idée, c'est qu'on la subdivise à l'échelle de la commune. C'est-à-dire qu'une commune a une agora. Si c'est une grosse commune, éventuellement on peut la subdiviser pour avoir des unités où on n'a pas plus que 25 ou 30 000 citoyens. Pourquoi ce chiffre? En fait, je m'appuie sur quelque chose qui a déjà marché à Athènes. Il y a eu, sur les 200 ans de démocratie athénienne, entre 30 000 et 60 000 citoyens. Ce qui est important, qu'il faut rajouter à ce moment-là, c'est qu'il doit y avoir un quorum pour les assemblées. Et je remplace le rôle du député actuel en lui retirant la voix dans la législation. Il a un rôle à ce moment-là pour transposer un débat qui devrait dépasser le cadre géographique de l'agora considérée vers un échelon plus grand qui peut être le canton, le département, voire la nation même, à travers éventuellement le transfert par ses pairs du débat considéré. Et je parle éventuellement aussi de ce qu'est la loi. Pourquoi est-ce qu'on fait la loi? J'explique par exemple que dans son essence, la loi n'est pas là pour interdire ou obliger quoi que ce soit. Je prends un exemple extrêmement simple. Vous imaginez une petite communauté de 150, 200 personnes. Et si tout se passe bien, vous vous apercevez que vous n'avez pas besoin de faire de loi. C'est à partir du moment où vous avez un des membres de la communauté qui va nuire ou abuser des autres. Et là, on va se réunir, on va se dire, ça ne marche pas, on ne peut pas faire ça. Et on va se réunir, on va analyser l'idée, on va écrire un bout de texte et on va dire, ça, tu ne peux pas le faire, c'est notre loi. Pourquoi? Parce que en faisant société, on forme une nation en quelque sorte. Vous transposez l'idée sur un pays au complet, si vous voulez. On fait nation, c'est-à-dire qu'on partage une unité géographique, mais une unité linguistique, culturelle, historique, on partage des valeurs communes. Donc les lois vont refléter
la grande majorité des gens qui composent cette truc. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas nécessairement besoin de légiférer, puisque par rapport à l'exemple montré, la loi n'est pas là pour interdire ou obliger quoi que ce soit, elle est là pour protéger tout le monde. Donc on n'a pas besoin de légiférer tout le temps à tout propos et sur tout et n'importe quoi. Je parle aussi beaucoup de la monnaie, parce que ça c'est une question qui est assez centrale, où j'explique que la monnaie doit redevenir un devoir, un pouvoir régalien exclusif. Donc je parle de retirer aux banques privées, à toute institution financière privée, le pouvoir de faire de la monnaie. Le prêt à partir d'un prêt, d'un courant d'air avec un stylo sur un bout de papier ou un ordinateur, c'est de la monnaie de singe, ça il faut le retirer. Parce que la monnaie, il faut aussi en comprendre ce qu'elle est dans son essence. Donc en fait, vous ne parlez pas uniquement de bâtir une démocratie à travers les lois, mais aussi à travers la monnaie. C'est les deux sujets du livre principaux c'est des sujets, oui, c'est-à-dire ces sujets connexes. Et la loi, je propose une simplification. J'ai une prédilection pour la simplification. D'abord parce que ça permet à tout le monde de comprendre. Et ça n'a pas besoin nécessairement pour autant. Ça ne rend pas la chose nécessairement moins efficace. Par des formations professionnelles, je vous disais, je suis informaticien, je ne suis pas auteur de métier. Quand je vais avoir une fonctionnalité à développer, j'aime bien une formule simple et élégante plutôt qu'une inextricable complexité de plein de petits bouts de trucs. Est-ce que vous abordez par exemple la souveraineté numérique, vous qui êtes informaticien? Alors numérique non, mais souveraineté tout court oui. À commencer par la souveraineté du citoyen dans ses choix. Si on parle de démocratie, c'est le choix souverain du citoyen et non pas le choix d'un élu quelconque. À ce compte-là, d'ailleurs, si vous observez la France, combien y a-t-il réellement de citoyens? Et il y a des gens qui me disent 45, 50, 60 millions. Non. En réalité, en France, vous avez actuellement 577 citoyens. Parce que le citoyen vote la loi. Nous, on n'est pas des citoyens, on est des électeurs. Ce que dit très bien Étienne Chouard d'ailleurs. On ne vote pas, nous, on élit. Et c'est la différence. Et on s'est fait tromper. Regardez ce qui est écrit sur le site du Sénat, qui vous dit la démocratie, c'est le droit de vote et la liberté d'expression. Mais c'est un mensonge. Ce n'est pas ça du tout. La démocratie, c'est d'abord le droit, c'est le droit de citer, c'est la citoyenneté, le droit de citer, le droit de faire des choix de société pour la cité dans laquelle on est, ou en l'occurrence la nation dans laquelle on vit. Pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous choisi d'être présent à l'Université citoyenne aujourd'hui? Alors j'ai été invité avec une certaine assistance par mon ami Stéphane Gréchel, qui représente donc la première démocratie, parce qu'effectivement ce que j'expose, donc le citoyen légiférant, va totalement dans le sens de la première démocratie, étant entendu que, comme je dis justement, que la démocratie actuellement n'existe pas et n'a jamais existé. Si on en fait une un jour, ce sera la première. Donc voilà, il m'a invité et puis je l'ai accompagné. J'étais pas très chaud au départ. Très bien. Donc en fait, pour retrouver votre livre, puisque c'est de l'auto-édition, oui. On peut le retrouver sur le site internet citoyen, C-I-T-I-O-N, T-I-O, pardon, Y-E-N-S, debout, D-E-B-O-U-T.org, voilà. Citoyen, donc pluriel, debout.org. Pour pouvoir se procurer votre livre. Et éventuellement sur le site où il est imprimé, c'est-à-dire The Book Edition, qui comme son nom ne l'indique pas est une boîte française, thebookedition.com, et vous cherchez dans essais et dans les essais politiques. Il y en a une page et demie ou 2 pages, il n'y en a pas beaucoup, donc vous le trouverez. Il est disponible en version papier, en version numérique, et il y a une version en anglais, puisque j'ai une belle-sœur américaine qui m'a fait une excellente traduction, également en papier et numérique. Donc en français et en anglais pour pouvoir peut-être inspirer d'autres... Parce qu'en fait le principe que j'expose, je l'ai écrit dans une perspective française. Je suis français, je suis né en France, même si je suis aussi canadien puisque je suis naturalisé, j'ai passé 12 ans là-bas. Mais c'est applicable dans n'importe quel pays du monde. Ça serait traductible d'ailleurs dans n'importe quel pays, pour autant que les mots, parce que j'insiste beaucoup sur le sens des mots, dans la langue considérée, puissent traduire l'esprit sans trahir l'idée. Et alors actuellement j'ai un manuscrit pour une 2e édition augmentée, mais là je cherche un éditeur, je ne le referai pas en auto-édition parce que être éditeur c'est un métier et j'ai pas les outils ni les réseaux marketing pour faire ça. Donc bon là, parce que en 2 ans j'en ai vendu extrêmement peu, moins d'une centaine. Donc bon voilà, j'essaye. Et alors
pour schématiser, c'est une idée que je propose. C'est-à-dire, je ne vous affirme pas ça. Quand je parle des définitions des mots, l'idée, c'est pas de remettre en question les interprétations des uns ou des autres. C'est une question de convention. Dans toute action de groupe, vous avez besoin d'une convention pour une action de groupe homogène. Eh bien, à l'échelle d'une nation, la langue est une convention. On convient que tel mot a telle signification et doit avoir la même signification qu'on soit à Avignon, qu'on soit à Saint-Brieuc, qu'on soit dans la Meuse, qu'on soit dans la Creuse, qu'on soit où vous voulez. Du moment que c'est la nation française, le mot doit avoir le même sens. Et on doit se battre contre la langue de bois par des politiciens qui vident les mots de leur sens, les emploient à dessein parce que dans l'esprit de l'électeur, c'est ça. Et j'ai fait un petit pastiche pour résumer la situation politique en France, qui en général amuse beaucoup de gens. J'ai fait un pastiche d'une fable de La Fontaine. Vous comprendrez très vite le titre après. L'électeur et le candidat. Maître électeur sur une urne perchée tenait en sa main un bulletin. Maître candidat, par le vote à le lécher, lui tint à peu près ce refrain. Et bonjour, monsieur l'électeur, que vous êtes poli, que vous semblez meilleur. Sans mentir, si votre suffrage se rapporte à vos avantages, vous êtes le sauveur de cet électorat. À ces mots, l'électeur ne se sent plus de joie et pour montrer son bel entrain, il ouvre grand sa main, lâche son bulletin. Le candidat sourit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un mandat sans doute. » L'électeur, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Je voudrais que ceux qui n'ont pas reconnu le corbeau et le renard lèvent la main, s'il vous plaît. Ne déconnez pas, c'est de la poésie, quoi. Et voyez, en fait, l'idée des fables, je la trouve pertinente parce qu'elles étaient un peu écrites dans ce sens-là. C'était pour instruire le dauphin, hein, puisque La Fontaine était le précepteur du dauphin, et c'était pour l'instruire sur les travers des hommes et leur mode de fonctionnement. Et ben voilà, on a un système aujourd'hui, un système électoral, c'est exactement ça. Et c'est ça que je voudrais combattre d'une certaine manière. Je propose une idée, je présente un canevas. Par définition, la démocratie doit se construire collectivement. Je ne peux pas monter ça tout seul. Personne ne peut monter ça tout seul. Donc j'invite les gens à s'approprier l'idée, à y réfléchir, à en discuter avec leurs amis, leurs voisins, leur famille, avec leurs chiens s'ils veulent, je ne sais pas. Et surtout reprendre des échanges entre eux. Débattre. Je redéfinis ce qu'est un débat dans l'ouvrage parce qu'en fait, on n'a plus de débat en France. On a des joutes oratoires, ça oui. Mais voilà. Chacun essaye de faire valoir son point de vue, mais personne n'essaye de trouver de solutions convergentes. Donc finalement, voilà, je voudrais remettre un peu l'église au milieu du village, de façon à ce que on la bâtisse, cette démocratie. Il ne faut pas attendre qu'un homme providentiel le fasse. Hein. Ça n'arrivera jamais, ça. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On va en finir là parce que sinon on aura dit tout livre et ce serait. Je vous avais dit, je peux vous tenir pendant 3 heures, mais bon, ça serait exagéré. Surtout qu'il faut 2 heures. Non, c'est pas l'objectif, c'est vraiment que les gens puissent aller au-delà de. Surtout qu'il se lit en 2 heures. Hein. Il faut 2 heures pour le lire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous.